Oui, donc moi, Cécile Maréchal, je suis sur le territoire là, depuis janvier 2012. Donc j'ai d'abord travaillé quelques années à la Mutuelle du Nickel. D'abord initialement située à Deniambo, puis après on a déménagé. Parallèlement à ça, j'ai entamé en 2014 ou 2015 des consultations à l'hôpital en tant que vacataire en pédiatrie, enfin en ophtalmologie pédiatrique. Et là, ça va faire 3 ans que je fais du libéral, enfin je fais des remplacements plus ou moins fixes chez le docteur Dubois en début de semaine, chez le docteur Chevalier en fin de semaine, et puis toujours la néonatologie, enfin l'ophtalmologie pédiatrique une fois par semaine au Midipôle. Donc Benjamin Bata, moi je suis sur le territoire depuis 2016. J'ai commencé en remplaçant Cécile à la Mutuelle du Nickel en 2016, où j'exerce toujours du coup au cabinet d'Umbea. J'ai fait des vacations notamment d'ophtalmopède à l'hôpital pendant un temps. Ça a pris fin l'année dernière. Donc je fais pas mal de pédiatrie au cabinet, je suis équipée pour ça, pas mal de lentilles souples aussi, et après du suivi de pathologie classique de l'ophtalmologie chez l'adulte. Ok, bonsoir, merci d'être venu à cette soirée. Donc, avec Benjamin Bata et moi-même, donc on va essayer de vous parler des urgences ophtalmologiques et les particularités de leur prise en charge en médecine générale. Donc là, dans ce premier diaporama, je vais vous présenter plus un aspect sémiologique, c'est-à-dire les grandes orientations qu'on peut avoir pour chaque symptôme. Donc je vais plus insister sur la clinique. Et ensuite, Benjamin détaillera plus chaque pathologie en elle-même. Voilà, donc voici le plan de ma présentation. Donc je vais d'abord faire toute une partie sur la sémiologie de la plainte visuelle, en partant sur un œil blanc indolore, parce que bien sûr, dès que l'œil est rouge, on part tout de suite vers d'autres diagnostics. Donc là, on est sur un œil blanc indolore. Donc je vais rappeler rapidement l'anatomie des voies visuelles, parce que quand on les connaît bien, du coup, on peut un peu plus savoir où se passe le problème. Je vais parler des myodésopsies, donc ça c'est les mouches volantes, les métamorphopsies, qui sont les déformations des lignes droites, les scotomes et les hémianopsies. Ensuite, rapidement, j'aborderai des points clés sémiologiques sur l'œil rouge et douloureux, ainsi que les principales erreurs thérapeutiques à éviter. Un petit point sur les urgences orbitaires et les urgences neuro-ophtalmologiques, qui sont les urgences vitales en ophtalmologie. Donc, pour rappeler les voies visuelles, ici un petit schéma anatomique. Alors, j'ai peut-être le pointeur. Bon, je peux pas. Ici, là. Ouais, là? Non, on voit pas. Ah, pardon. Voilà, donc chaque rétine en fait sert à coder la vision du champ opposé. Donc ici, la rétine temporale sert à voir le côté gauche ici, la rétine temporale de l'œil droit. Et c'est la rétine nasale de l'œil gauche qui sert à voir la partie gauche. Et inversement pour tout ce qui vient du côté droit. Et donc les fibres nerveuses temporales restent du même côté, ne croisent pas, et donc partent ensuite ici vers le cortex, tandis que les fibres nasales, elles, croisent au niveau du chiasma. Donc une fois qu'on a ce schéma en tête, il faut savoir donc, que tout déficit visuel qui va concerner un seul œil, si le patient ne se plaint que d'un seul œil, forcément l'atteinte sera préchiasmatique en avant de ce point-là. Alors que s'il se plaint d'un trouble visuel des deux yeux, l'atteinte sera ici au niveau du chiasma ou en arrière. Donc il ne faut pas hésiter en fait, à faire tester le patient par occlusion quand il dit oh, j'ai un problème de l'œil droit. Parfois c'est dans son champ visuel à droite. Donc il faut vraiment lui dire de cacher et être sûr de bien regarder avec son œil gauche du côté droit s'il n'y a pas l'impression quand même il y a un petit souci. Donc par exemple dans le cas d'une hémianopsie latérale homonyme, il faut vraiment lui faire cacher les deux yeux. Et de la même façon, quand le patient décrit une aura visuelle, comme on peut en avoir dans les migraines ophtalmiques, il peut avoir l'impression que c'est que d'un côté, mais si on insiste bien, il va se rendre compte que c'est des deux côtés.
Donc, il ne faut pas hésiter à faire un champ visuel au doigt. Je ne sais pas si vous savez un petit peu comment le faire devant vos patients. Vous mettez devant, vous dites de regarder votre nez, vous mettez les doigts sur les côtés, là, puis vous bougez un côté ou les deux. Et pas hésiter à faire les deux en même temps, c'est un peu plus discriminant pour repérer des petites faiblesses du champ visuel. Voilà, donc ici, il y a à nouveau un schéma des voies visuelles avec le déficit du champ visuel correspondant. Donc si on atteint ici au niveau du globe droit ou du nerf optique, le champ visuel de l'œil droit sera déficitaire. Une atteinte au niveau du chiasma, donc c'est les fibres nasales qui croisent à cet endroit-là, qui codent le champ visuel extérieur de chaque œil. Donc on aura une hémianopsie bitemporale. Et après, en arrière, au niveau des radiations optiques, les hémianopsies latérales homonymes. Donc c'est pour ça que c'est très important que si la plainte est unilatérale, il faudra appeler l'ophtalmologiste en premier. Alors je me permets de dire ça parce que ça m'est arrivé sur des urgences. Donc là, c'est plutôt pour les urgentistes qui, peut-être par difficulté à avoir accès à l'ophtalmo, font parfois des scanners sur des baisses d'acuité visuelle unilatérales. Et ça m'est arrivé d'en voir un qui avait un décollement de rétine et qui avait déjà eu son scanner. Donc c'est un petit peu dommage pour le patient et pour les urgences d'emboliser comme ça le scanner. Et ensuite, sur les plaintes bilatérales, donc, on parle d'une plainte bilatérale bien sûr brutale avec un œil blanc et indolore. Ça peut être quand même d'origine ophtalmo, ça peut être éventuellement un glaucome évolué ou alors une rétinopathie diabétique sévère. Mais en dehors de ces cas-là, si le patient a une plainte bilatérale, ne pas hésiter à contacter l'urgentiste, surtout s'il y a une segmentation comme ça sur le méridien vertical. Alors ensuite, donc je reprends. Donc la plainte unilatérale sera préchiasmatique avec une atteinte oculaire ou du nerf optique, bilatérale chiasmatique ou post-chiasmatique, comme une migraine ophtalmique, une hémianopsie latérale homonyme. Donc on va essayer d'évaluer si le patient a une plainte visuelle, sa sévérité au niveau quantitatif. Donc ça pourra aller d'une perception lumineuse négative à 10 dixièmes avec une petite faiblesse. Et au niveau qualitatif, on essaiera que le patient décrive un petit peu mieux sa plainte, à savoir si c'est un brouillard diffus ou vraiment un scotome très localisé, et dans ce cas-là, quelle est sa topographie. Et on va ensuite donc aborder les autres plaintes visuelles que sont les myodésopsies et les métamorphopsies. Attention, en cas de diplopie, là, il ne faut pas oublier les urgences neuro-ophtalmologiques et on y reviendra. Alors, donc, les baisses d'acuité visuelle brutales qui sont profondes, donc, si le patient dit qu'il ne voit vraiment plus rien du tout, c'est quand même assez rare finalement, surtout en urgence comme ça initiale. On peut avoir une section traumatique du nerf optique, mais en général, on a un contexte assez évocateur, où souvent les patients qui ont une perception lumineuse négative, c'est l'évolution tardive d'une pathologie très sévère. Donc en général, vous n'allez pas voir ces patients-là. Vous allez pouvoir au contraire avoir des patients qui auront une baisse d'acuité vraiment profonde, qui pourra être réduite à une simple perception lumineuse ou à quelqu'un qui va voir la main bouger devant lui. Un petit peu mieux, quelqu'un qui pourra compter les doigts à 30 ou 50 cm. Éventuellement, si vous avez des tests de lecture, vous pouvez essayer de le faire lire. Alors le test qui peut être intéressant pour authentifier une pathologie grave de l'œil, c'est si le patient présente un défect du réflexe pupillaire afférent. Donc là, j'essaie de vous le montrer en vidéo. Tic, tic, tic. Alors, c'est là où il faut que je le retrouve. Voilà, ici. Ah, c'est normal s'il ne prend pas le... Faut peut-être que tu quittes. Comment je fais pour quitter? Quitter la présentation. Faut que tu fermes ton épaule, ouais, je pense. Il est fermé là, non? Faut que tu quittes, je pense, là. La présentation. Ah oui. Là. Tu fermes. Ok, c'est bon. Aïe, 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 bon, c'est pas grave. Ah si, voilà. Voilà, je reprends à 0. In this patient, you will see that the right pupil consistently dilates as the light is swung toward it. This dilation is called a relative afferent pupillary defect. It usually signifies
that an optic nerve lesion is Je sais pas si vous voyez la pupille à gauche qui se dilate à... This test is the most sensitive and the only objective way to demonstrate a unilateral optic nerve lesion or bilateral but asymmetric optic nerve lesion. Voilà, donc là ça signifie en fait que l'œil gauche l'œil droit pardon, ne ressent pas l'information. Le cerveau ne ressent pas d'information visuelle de l'œil droit. Ça signifie donc du coup qu'il y a une pathologie sérieuse sur l'œil droit. Donc qui peut être donc, classiquement les neuropathies optiques, mais aussi une occlusion de branche, une occlusion veineuse sévère ou voilà, tout trouble rétinien vraiment très sévère ou une neuropathie optique sévère entraîne ce genre de symptômes. Alors, hop, du coup, je me remets en fixé. Donc voilà, il peut être utile de savoir faire ce petit test pour authentifier une pathologie sévère engendrant une baisse d'acuité visuelle. Ça va revenir. Un petit peu de temps sur la suite. Ok. Alors ensuite, donc, je passe au myodésopsie, donc les fameuses petites mouches volantes que le patient peut percevoir. Donc ça signe la présence de parties un petit peu opacifiées, plus, comment dire, non transparentes, qui se situent dans le vitré, donc qui est le gel qui est normalement transparent à l'intérieur de l'œil et qui tapisse la rétine. Alors, on va pouvoir différencier, souvent les patients vont s'en plaindre assez facilement, donc quand est-ce qu'il va falloir savoir si on adresse à un ophtalmo rapidement ou pas. Parce qu'il faut savoir différencier, c'est si c'est myodésopsie dans le cadre d'un décollement postérieur du vitré ou si ce sont de simples corps flottants vitréens. Donc classiquement, le décollement postérieur du vitré, il survient après 50 ans. C'est un épisode physiologique en fait dans l'histoire, on va dire, de l'œil. Donc à ce moment-là, le patient va se plaindre vraiment de myodésopsies qui vont être permanentes et qui vont être quand même assez larges, à type de toile d'araignée. Tandis qu'en cas de corps flottant, le patient va dire bah non, je les vois que de temps en temps sur mon ordinateur ou quand il y a beaucoup de soleil sur le mur, etc. Éventuellement, il pourra se plaindre en cas de décollement postérieur du vitré de flash lumineux, donc ça on va y revenir, ou vraiment de la perception, en plus de la petite mouche, d'un espèce de voile là, qui se balade devant lui. Donc à ce moment-là, le patient sera potentiellement gêné au niveau visuel, alors que pas du tout pour les corps flottants vitréens. Il va vraiment se plaindre que d'un côté en cas de décollement postérieur du vitré, de son caractère assez soudain, vraiment brutal. Souvent même les gens ont assez peur. Alors que bon, les corps flottants, un coup c'est un côté, un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Voilà, il y a un facteur déclenchant pour les corps flottants et que le décollement postérieur du vitré peut survenir éventuellement après un effort ou un traumatisme. Donc si vous êtes plutôt sur un décollement postérieur du vitré, on peut conseiller quand même un fond d'œil dans les 24 à 72 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le décollement postérieur du vitré peut générer une déchirure de rétine. On a ici des coupes donc avec en haut là le vitré, c'est la partie grise. On voit qu'elle est en train de se rétracter, donc à la place il y a de l'eau, on va dire, qui se met là, c'est au niveau du blanc. Et on voit qu'il y a un endroit où il y a deux endroits en fait où le gris est encore adhérent à la rétine. Donc c'est là où ça peut tirer et faire des déchirures. Donc là ici, on voit ici sur la photo au microscope, on voit l'interface en fait de vitré. Donc c'est ça le corps flottant que perçoit le patient. On le voit ici au niveau du fond d'œil. Et donc nous après, on va faire un fond d'œil assez approfondi en cas de ces symptômes pour éventuellement rechercher une déchirure comme ici en bas à gauche. Et c'est cette déchirure qui entraîne le décollement de rétine. On va être encore plus insistant auprès de l'ophtalmo. Si en plus des petites mouches, le patient décrit en plus, comme en bas à gauche, une amputation claire du champ visuel ou une baisse d'acuité visuelle, où il dit que les mouches ou les flashs lumineux augmentent sans cesse. L'augmentation du nombre de mouches peut signer la présence de sang dans le vitré si la déchirure se produit au niveau d'un vaisseau. Ça libère des globules rouges dans le vitré. Ou alors des pigments qui sont au niveau de la rétine. Donc là, on va craindre un décollement de rétine en cas de baisse d'acuité visuelle profonde ou d'amputation du champ visuel. Il y a une autre étiologie des myodésopsies, notamment par exemple chez le diabétique. Les petites taches que va percevoir le patient dans son champ de vision, ça peut être du sang.
Et donc ce sang, il peut générer une hémorragie, ce sang constitue donc une hémorragie intravitréenne qui va être d'autant plus gênante qu'elle va être massive et ça peut aboutir à des baisses d'acuité visuelle très profondes, à compte les doigts si le vitré est envahi de sang. Donc l'étiologie de ça, ça peut être ou à nouveau donc, une déchirure qui va passer au niveau d'un vaisseau, donc le vaisseau va saigner dans le vitré, ou alors comme ici une rétinopathie diabétique évoluée avec des néovaisseaux qui se mettent également à saigner au cours de leur évolution. Donc le traitement, comme en haut ici, c'est de... Voilà, je vais prendre mon truc. Le traitement d'une déchirure, on va faire du laser autour pour bien coaguler la rétine. Ça permet de coller entre eux les deux feuillets de la rétine de façon à ce que le feuillet interne là, ne se décolle pas. Ici, on va traiter aussi au laser une rétinopathie diabétique proliférante. Il faut savoir que le décollement de rétine, c'est vrai qu'on le craint toujours, mais il faut quand même se détendre entre guillemets un peu. C'est toujours une urgence chirurgicale différée. On opère, les décollements de rétine sont rarement opérés dans la nuit, sauf si c'est le rétinologue qui est de garde. Mais en général, il va préférer attendre d'avoir son équipe d'infirmières de bloc entraînés, agents de chirurgie, parce que voilà, faut bien connaître le matériel. L'aide chirurgicale est importante, donc en général, de toute façon, ils n'iront pas dans la nuit ou le week-end. Ça attendra 24 ou 48 heures parfois, donc voilà. Bon, il vaut mieux l'adresser à l'ophtalmo rapidement, mais bon, savoir que dans tous les cas, c'est rarement dans les quelques heures qu'on va opérer ça. Et en cas d'hémorragie intravitréenne, en général, on laissera le patient au repos avec une bonne hydratation péros. Si l'hémorragie est massive, donc on éliminera un décollement de rétine par une échographie si besoin. Et si à terme le sang ne se résorbe pas, on va l'aspirer au cours d'une vitrectomie. Donc les métamorphopsies, ça c'est les fameuses déformations des lignes droites. On entend beaucoup parler avec les spots télévisés sur la DMLA. Donc là, le fond d'œil normal ici, le nerf optique et les vaisseaux. Et donc la macula, ça veut dire tache, donc c'est la zone ici centrale de la rétine, où sont concentrés le maximum de photorécepteurs. Donc c'est vraiment la zone de prédilection de la vision, donc qui sert à la lecture, la vision des couleurs, enfin voilà, la zone où la vision est la plus précise. Donc en cas de maladie à cet endroit-là, c'est très très gênant au niveau de la vision. Et donc ça va entraîner des déformations des lignes droites. Donc ce que vous pouvez obtenir facilement dans le cabinet, c'est ce qu'on appelle une grille d'Amsler. C'est une petite feuille avec des lignes droites verticales et horizontales. On demande au patient de fixer le centre. Et donc s'il a un problème au niveau de sa macula, il va vous décrire une tache au centre ou des déformations des lignes. Donc il y a pas mal de pathologies au niveau de la macula. Après ça c'est plus un problème d'ophtalmo. Il faut savoir que chez un jeune homme stressé, il y a une maladie qui s'appelle la choriorétinite sérocentrale, qui est une exsudation de liquide là, sous la macula. Fort heureusement, souvent, ça a une évolution spontanément favorable en quelques semaines. L'étiologie assez indéterminée. Chez un diabétique, on va pouvoir avoir un œdème maculaire de sa rétinopathie diabétique. Si votre patient est plutôt hypertendu, on peut avoir un œdème maculaire compliquant une occlusion de la branche de la veine centrale de la rétine. Et chez un sujet âgé, évidemment, on va craindre une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà une petite photo pour illustrer la dégénérescence maculaire. Donc ici, une grille d'Amsler normale, une petite lésion maculaire ici, avec ici donc les déformations des lignes droites qui apparaissent, une lésion plus importante avec carrément le scotome central, en lieu et place donc de la macula. Ensuite, je vais aborder les déficits du champ visuel, donc toujours dans le cadre d'un déficit brutal ou rapidement progressif. Donc c'est défini par une baisse d'acuité visuelle localisée d'un secteur d'un ou des deux yeux. Donc on va essayer de différencier au niveau des symptômes, je veux dire, si le patient se plaint d'un brouillard diffus, sa description est assez vague de son trouble visuel, en général, ça peut être une étiologie plus bénigne, comme une cataracte ou un problème de lunettes mal corrigées. Et comme à chaque fois en médecine, si la sémiologie est très précise et systématisée au niveau anatomique, on va bien sûr craindre plus une pathologie. Donc là, par exemple, sur un déficit comme ça, au niveau du méridien horizontal, de l'hémichamp inférieur, hors d'un contexte de traumatisme et d'inflammation, qui appelez-vous en premier? Appelez-vous l'ophtalmo ou les urgences pour un scanner?
Alors, il ne se déplace pas après 20 heures. Alors, donc si personne ne répond, si le patient décrit un champ visuel comme ça, mais vous n'avez pas encore le champ visuel, et qu'aucun ophtalmo ne vous réponde, vous pouvez éventuellement aussi appeler un orthoptiste. Je vous ai mis leurs coordonnées. Il y a Maryse Doudou au Medipôle, j'en fais de la pub. Non, ils sont tous très sympathiques et très serviables, et donc ils pourront rapidement vous faire un champ visuel si vous avez comme ça un patient qui décrit, je ne vois pas la moitié inférieure de mon œil gauche. Ils vont pouvoir vous le faire rapidement, et il faut savoir que tous, ils ont un ophtalmo sous la main en moins d'1 heure normalement, qui sont à côté d'eux. Donc si vraiment il y a un truc bizarre, ils vont pouvoir avoir l'ophtalmo avec le champ visuel sous la main pour le faire voir. Bon, vous pouvez demander un champ visuel vraiment pour un sujet qui est plutôt jeune, qui va pouvoir vraiment bien comprendre l'exercice, parce que ce n'est pas un exercice facile à faire. Si c'est quelqu'un de 85 ans, il vaut mieux pas l'adresser au champ visuel, ça ne sera pas très utile. Et voilà, quelqu'un qui est quand même en bon état général pour faire ce test. Et donc la réponse à la question, donc il fallait plutôt appeler l'ophtalmo en premier, bien sûr, pour regarder d'abord le fond d'œil. Alors, si le patient décrit par exemple un scotome central, donc là on y revient, on en a déjà parlé tout à l'heure, le scotome central, a priori, c'est plutôt une maculopathie, donc ça peut être la dégénérescence maculaire, ou comme ici sur cette photo, un foyer de toxoplasmose actif proche de la macula. Toujours dans les taches, donc les scotomes unilatéraux qui sont plutôt être centrales ou paracentraux, près de la tache aveugle, là, qui correspond au nerf optique. Il y a toutes les neuropathies optiques, d'étiologies assez diverses. Donc il y a les étiologies inflammatoires, la fameuse névrite optique rétrobulbaire, comme on peut la rencontrer dans la sclérose en plaques. En général, celle-ci provoque des douleurs rétro-orbitaires et le fond d'œil est classiquement normal. La neuropathie peut être aussi d'origine compressive, tumorale ou infectieuse, et en général, on aura, en fonction du moment où on examine le patient et puis la localisation de la lésion par rapport au nerf optique, un œdème papillaire ou une atrophie optique. Pas oublier également les neuropathies d'origine toxique pour les patients traités par éthambutol pour leur tuberculose ou par cordarone. Et enfin, alors j'ai pas encore fait trop de biblio sur ça, mais c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de patients qui ont la sleeve. Alors on ne sait pas s'ils sont bien suivis ou pas, mais une carence en B1 et en B6 entraîne aussi des neuropathies optiques sévères, bon, plus souvent bilatérales quand même. Donc en premier, toujours appeler l'ophtalmologiste en cas de scotome unilatéral central ou paracentral qui fera un examen pour orienter. C'est vrai que souvent, si c'est une neuropathie optique, on ira à l'IRM, mais au moins on sera orienté par la clinique grâce à l'ophtalmo. Ça aidera les recherches du radiologue. Et de toute façon, oui, il faut revenir aux imageries. Vaut mieux toujours, de toute façon, que l'ophtalmo voit le patient en premier, parce que le scanner, dans tous les cas, n'est pas l'examen de prédilection pour regarder l'œil, l'orbite et ce qui se passe autour. Donc, même si avec un scanner normal, après, on peut avoir besoin d'un IRM secondairement. Donc, vraiment, plutôt voir l'ophtalmo en premier pour orienter l'imagerie. Sur un patient qui va se plaindre d'un déficit du champ visuel périphérique, donc vraiment très très loin du centre, ça signera éventuellement une pathologie rétinienne, donc à nouveau le décollement de rétine, mais ici, comme ici, ça peut être un mélanome choroïdien. Donc, on va toujours appeler l'ophtalmo en premier pour cette plainte. Donc là, on revient ici au cas du déficit selon le méridien horizontal. Ça peut signer donc des neuropathies optiques, comme la neuropathie optique ischémique antérieure, qui peut être artéritique, comme dans les maladies de Horton. Donc on va plus y penser sur le terrain habituel de la personne âgée qui a des céphalées. Donc pas hésiter à demander une VSCRP en cas de baisse d'acuité visuelle brutale chez une personne âgée, avant même de l'envoyer en même temps que de l'envoyer chez l'ophtalmo. Et sur un terrain plutôt cardiovasculaire, cette NOIA pourra être donc non artéritique d'origine vasculaire. Un déficit comme ça altitudinal peut être osciller donc à un décollement de rétine de la rétine supérieure ou inférieure, ou à une occlusion de la veine centrale de la rétine, mais seulement une branche, donc ici la branche supérieure. Donc si c'est la branche supérieure, le déficit du champ visuel, le patient va décrire en inférieur. Voilà. Ensuite, ce qui pourra générer une baisse d'acuité visuelle vraiment très profonde, unilatérale, à 1/10, voire moins, ou contre les doigts.
Ce sera la fameuse occlusion de l'artère centrale de la rétine, l'occlusion totale de la veine centrale de la rétine, donc une ischémie choroïdienne dans le cas d'une maladie de Horton, un décollement de rétine totale ou une hémorragie intravitréenne massive. Et certaines norbes aussi peuvent entraîner des baisses d'acuité visuelle majeures. Parfois, il y a des patients aussi qui vont arriver pour une baisse d'acuité visuelle brutale et en fait, c'est juste qu'ils ont caché l'œil par hasard, ils se sont rendus compte qu'il y avait une cataracte, mais bon, bah, ça peut arriver. Le cas particulier de l'amorose transitoire, il faut quand même ne pas oublier ce diagnostic. Donc si le déficit visuel est vraiment très bref avec une résolution totale spontanée, voilà, si le patient en général, ça ils le décrivent très très bien, c'est vraiment pas la peine de nous l'envoyer en premier. On fera le bilan cardiovasculaire avant et le fond d'œil dans ce cas-là pourra servir éventuellement à rechercher un embole qui aura diffusé et migré dans les artères rétiniennes, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Voilà, donc l'hémianopsie bitemporale ici, ça on la connaît bien, donc ils signent une pathologie chiasmatique. Parfois les patients, même ils arrivent et ils le décrivent cliniquement, je ne vois pas sur les côtés, quand c'est vraiment à des stades très très avancés, donc là on va demander une IRM. On peut avoir des adénomes, des crâniopharangiomes aussi qui en donnent ça, ou des kystes. Donc c'est pour ça que c'est assez urgent quand même de faire ce diagnostic, parce que les kystes au niveau chiasmatique peuvent se rompre assez facilement et entraîner des apoplexies pituitaires ou hypophysaires ou des saignements. Et puis donc ensuite les hémianopsies, donc là c'est forcément une lésion postérieure en arrière du chiasma optique. Donc là c'est les quadranopsies ou les hémianopsies, donc là forcément on va demander une imagerie cérébrale. Voilà. Ensuite, il faut savoir que, voilà, juste pour savoir resituer, parfois il y a des patients qui peuvent se plaindre, comment dire, c'est difficile de juger la sévérité sur la plainte du patient. Donc c'est vrai que souvent, quand il y a vraiment un problème visuel, le patient il va avoir une certaine anxiété, on va observer une maladresse, il va signaler des chutes, il va avoir des placements assez précautionneux. Et donc souvent, là, l'expérience clinique d'un ophtalmo peut être utile pour cerner ce genre de choses. Donc pour l'œil rouge et douloureux, je vais faire rapidement, ça va, ouais, ça va. Ouais, non, c'est bon. Pour l'œil rouge et douloureux, je trouve que cliniquement, le truc qui sert bien à savoir si le patient, il y a vraiment un truc sévère qui se passe, et s'il garde son œil fermé, le patient qui arrive avec l'œil ouvert, souvent c'est un peu plus, voilà, ça va potentiellement être moins sévère. Donc, ce qui peut entraîner la fermeture comme ça spontanée d'un œil par la douleur, ça va être un corps étranger, un traumatisme, une brûlure chimique sévère, une infection ou une inflammation. Donc, Benjamin en reparlera. Il ne faut pas hésiter au cabinet à être muni d'anesthésiques locaux et du fluorescéine pour explorer ça. Donc là, l'hémorragie sous-conjonctivale, on va y revenir, ça. Donc c'est ces plaques de sang très, très uniformes, très localisées, qui surviennent spontanément, en dehors de tout traumatisme, qui ne font pas mal, qui n'entraînent pas ce bec d'acuité visuelle. Ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Souvent, les patients, ils viennent nous voir, donc c'est la consultation rapide et facile, mais vraiment, vous pouvez complètement les rassurer, ils sont pas obligés de venir nous voir. Parfois, si un patient sous anticoagulant, ça peut prendre quand même des proportions assez inquiétantes, générant même un petit hématome. Donc, c'est les seuls cas où on peut proposer des petits collyres ou des pommades pour éviter que la cornée n'ait des lésions par mauvaise répartition des larmes. Donc ça, Benjamin, elle y reviendra pour savoir facilement soulever une cornée pour enlever le petit corps étranger qui est en dessous. Parce que donc si on peut le voir facilement s'il est noir ici, des fois on ne peut pas très bien le localiser, donc c'est là où la fluo, bon là il y a la lumière bleue, mais même sans lumière bleue, vous allez voir que la fluo va vous aider quand même à marquer des petits corps étrangers. Et vous voyez que ce petit corps étranger, voilà, une fois que la paupière il a tendance à frotter comme ça sur la cornée, à générer un ulcère qui peut être assez vaste. Donc ça, les patients, ils sont souvent au bout de leur vie quand ils ont ça, et quand on leur enlève ça, ils nous font des bisous. Le corps étranger cornéen, c'est pareil, on va en reparler. Le fameux grain de Meule. Alors, les petits principes thérapeutiques de l'œil rouge douloureux, c'est qu'on ne prescrit pas de corticoïdes sans avoir fait un test à la fluorescéine. Donc les préparations là, qui contiennent la cortisone, il y a le Sterdex, donc Dexafri, il y a uniquement de la cortisone. Tobradex, Maxidex, Maxigzol, Chibrocadron, tous ces collyres, c'est des associations, hormis le Dexafri, d'antibiotiques et de cortisone. Mais il y a de la cortisone dedans. Donc on les manie vraiment avec beaucoup de précautions. Il faut avoir pu faire un test à la fluo avant de les prescrire, puisqu'on peut les prescrire abusivement devant une kératite herpétique.
Alors, la kératite herpétique, c'est toujours unilatéral. Et donc, si vous avez une pathologie qui est bilatérale, ce n'est pas un herpès. C'est toujours unilatéral et souvent le patient a déjà eu des épisodes similaires. Et vous pouvez faire un petit test avec un petit mouchoir. La kératite herpétique entraîne une hypoesthésie de la cornée, c'est-à-dire que le patient il va fermer très vite son œil sur son œil sain. Puis l'autre, finalement, son œil il a beau être rouge et lui faire mal, il ne va pas forcément réagir au quart de tour à l'approche du petit mouchoir. Voilà, parce que même là, il n'y a pas encore longtemps, j'ai une patiente qui avait une chirurgie réfractive cornéenne et donc qui a fait un herpès très très sévère après avoir eu de la cortisone. Donc en plus, la kératite est encore plus sévère une fois qu'on a mis de la cortisone dessus, donc attention. Donc là, on a ici l'image classique à la fluo de la kératite herpétique, qui est une image qu'on écrit en dendrite, qui est vraiment caractéristique. De la même façon, les corticoïdes, toujours très très attention chez le patient porteur de lentilles qui a un petit peu mal à son œil. L'abcès qui commence à arriver n'est pas toujours très très visible au début. Mais bon, dès qu'on voit une petite tache blanche comme ça qui prend la fluo chez un porteur de lentilles, on évite toute médication spontanée, on l'adresse directement à l'ophtalmologie parce que sinon voilà, on peut aboutir à des abcès massifs comme ça qui peuvent très très mal se terminer. On met pas non plus, on évite de prescrire des corticoïdes, même si les corticoïdes c'est bien connu, c'est la panacée pour tous les soucis, pour toutes les maladies. On évite de le prescrire au long cours chez les patients qui ont des conjonctivites entre guillemets chroniques. Ces conjonctivites en général ça peut être des allergies, une maladie qui s'appelle la rosacée, donc qui est présente au niveau de la peau, du visage, mais aussi il y a des spécificités oculaires à la rosacée. Les blépharites qui sont les irritations des paupières, les patients qui ont toujours des chalazions, là, des croûtes au niveau des paupières, ou les œils secs. Donc c'est vrai que là, les corticoïdes, ça marche bien, les patients sont bien soulagés, mais à long terme, et puis sans contrôle de l'ophtalmo, il y a un risque d'hypertonie oculaire et de glaucome. Et aussi, par exemple, de corticodépendance si vous l'utilisez pour les kératoconjonctivites à adénovirus. Donc voilà, attention vraiment à la cortisone, et si vous avez l'impression que votre patient en a besoin pour être soulagé de son œil rouge, adressez-le à l'ophtalmo. Parce qu'ensuite, donc nous, on va prescrire en tant qu'ophtalmo la cortisone, mais vraiment dans des contextes particuliers et qu'on va surveiller de près. On va mettre de la cortisone dans un herpès et un zona. Oui, on va le mettre, mais sous couverture antivirale efficace. On va le mettre dans certaines pathologies de surface chronique. On va les mettre sur un abcès après stérilisation par des antibiotiques et dans des conjonctivites allergiques, la conjonctivite vernale sévère. Et bien sûr dans les E8, les inflammations oculaires. Mais voilà, pour rappeler, voilà, la corticoïde, les corticothérapies en ophtalmo, il vaut mieux que ce soit de notre ressort que du vôtre. Ensuite, au niveau des antibiothérapies orales, on voit souvent des patients qui ont des antibiothérapies orales pour des conjonctivites qui font un petit peu peur ou pour des chalazions. Il n'y a pas besoin d'antibiothérapie orale pour une conjonctivite, même qui est vraiment pas belle. Si elle n'est pas belle, il vaut mieux l'adresser à l'ophtalmo qui va éliminer une atteinte cornéenne, qui va bien regarder. Mais pas prescrire d'antibiotiques, ce n'est pas la peine. En plus, les antibiotiques, en général, ont une très mauvaise pénétration dans l'œil. Donc, il n'y a vraiment pas d'utilité de prescrire des amoxicillins, de l'augmentin ou quoi pour des conjonctivites. Il faut savoir que si vous avez une adénopathie prétragène sur vos conjonctivites, ce n'est pas un signe de gravité, c'est pathognomonique des conjonctivites virales. Donc, pareil, ce n'est pas l'adénopathie qui doit mettre une antibiothérapie. Et pour les chalazions, dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucun besoin d'une antibiothérapie non plus. On voit souvent aussi des patients qui ont des prélèvements conjonctivaux pour des conjonctivites. Ça a peu d'intérêt, sauf en cas de membrane au niveau sous la paupière. Ça, en général, c'est l'ophtalmo qui peut en faire le diagnostic. Et chez les nouveau-nés, pour les conjonctivites néonatales sévères à chlamydia ou gonocoque. Mais sinon, voilà, peu d'intérêt à faire des prélèvements pour des conjonctivites. S'il y a des conjonctivites à répétition, pareil, il vaut mieux l'envoyer à l'ophtalmo. Donc là, Benjamin va refaire rapidement, mais voilà des signes de sévérité. Si vous avez un œil rouge, on va appeler l'ophtalmo si la cornée elle a un look un peu, qu'elle manque un petit peu de transparence, comme ça, s'il y a un œdème, un petit flou de la cornée, ça peut signer une hypertonie intraoculaire. Ici, l'œil est un petit peu guéri, mais si vous avez une pupille comme ça qui est un petit peu biscornue, ça signe en général c'est des synéchies, ça s'appelle, c'est l'iris qui est collé au cristallin.
Ça, en général, c'est pathognomonique d'uvéite, donc tout ce qui est voilà, les uvéites d'étiologies diverses et variées. L'hypopion, ça c'est le pus au niveau de la chambre antérieure, donc là c'est pareil, ça on va adresser direct à l'ophtalmo. Et ici, on a un gros nodule inflammatoire d'une sclérite nodulaire. Donc ça, c'est vraiment des... Quand on voit ça, là, on est sûr qu'il y a un problème qui se passe. Et au niveau traumato, Benjamin va y revenir aussi. L'hyphéma, ça c'est le niveau un petit peu de sang en chambre antérieure, ça signe un traumatisme sévère. Et quand une pupille est un petit peu déformée, ici le globe est fermé mais la pupille est déformée, ça veut dire que le coup qui a été porté sur l'œil est particulièrement sévère. Ou ici, quand l'œil est ouvert, la pupille déformée, ça signe qu'il y a une ouverture du globe. Rapidement sur les orbites et les paupières, pour bien faire la différence chez l'enfant sur les œdèmes, parce que ici, voilà, ici c'est quand même pas très très visible, mais on voit quand même la différence entre un chalazion. Finalement, celui-là, même s'il est prêt à se fustuliser à la peau, il n'est pas très très inquiétant par rapport à ces deux tableaux-là. Celui-ci, du coup, ça vous évoque quelque chose ou... Oui, j'ai entendu. Oui. Donc, pas oublier l'ethmoïdite chez l'enfant, qui est un peu plus grave que le chalazion. Et ici, l'autre petite qui avait juste son petit œdème vaguement inflammatoire, un petit peu bulleux là, de sa paupière. Elle avait un petit lymphangiome orbitaire ici. Pareil pour les infections un peu plus profondes de l'orbite. Bon, forcément, on va les mettre ceux-là sous antibiothérapie orale avec un avis ophtalmo. N'hésitez pas à envoyer d'emblée aux urgences si vous avez des signes de gravité, c'est-à-dire si le patient voit double. Il voit double par une paralysie oculomotrice et si on voit l'œil droit s'élève normalement, puis là l'œil est complètement bloqué. Donc si le patient voit double, est en mydriase, se plaint de baisse d'acuité visuelle, là on peut l'envoyer directement aux urgences, c'est pas la peine d'attendre l'ophtalmo. Donc c'est forcément un abcès orbitaire profond sévère, plus ou moins compliqué de phlébite du sinus caverneux. Donc là, on peut passer directement le tour aux urgences. Pareil ici, la dacroïcystite aiguë, c'est vraiment, donc là c'est l'inflammation du sac des voies lacrymales, donc c'est vraiment sous le tendon canthal interne. Si c'est au-dessus, c'est pas une dacryocystite, c'est vraiment en dessous parce que le sac il est ici. Et on voit que tout le reste des paupières, là, pour l'instant, n'est pas contaminé par l'inflammation locale, là, ici, au niveau du sac. Ça peut être important, si l'ophtalmo ne voit pas tout de suite le patient, s'il y a une inflammation orbitaire, de marquer le bord avec un crayon pour qu'on voit si l'inflammation cutanée augmente entre deux consultations. Donc rapidement, maintenant, je vais parler des urgences neuro-ophtalmologiques, qui sont les seules urgences vitales en ophtalmo. Donc c'est si le patient notamment se plaint de voir double, s'il a un ptosis aigu non inflammatoire ou s'il a une anésocorie récente. Donc la diplopie qui signe une atteinte neuro-ophtalmologique, elle est binoculaire, c'est-à-dire qu'elle va disparaître à l'occlusion d'un œil ou de l'autre. Si à l'occlusion la diplopie persiste et que c'est un problème de l'œil en lui-même, il n'y a pas de trouble oculomoteur. Donc parfois le patient il ne va pas forcément voir double, il va voir un petit peu flou, ça ne se résout pas forcément à deux images bien nettes, mais pareil le trouble va disparaître à l'occlusion. Si le patient il ferme spontanément un œil pour supprimer sa diplopie, là c'est qu'il est vraiment très très gêné. Et le fait que sa diplopie soit permanente, parce que parfois il y a des patients qui voient double, mais de temps en temps, quand je conduis des fois ça se dédouble, voilà. Non là c'est vraiment double tout le temps. Donc vous allez pratiquer un test d'oculomotricité et un examen des pupilles. Là encore, l'orthoptiste peut vous aider si vous avez un doute sur un patient qui se plaint d'une vision double. Si l'ophtalmo n'est pas disponible, l'orthoptiste il pourra voir le patient et faire des tests, un test qu'on appelle un test de Lancaster, qui permettra de différencier les différentes atteintes. Donc le but c'est principalement de différencier la parésie oculomotrice d'origine neurologique, une simple décompensation de strabisme entre guillemets. Deux diagnostics à penser dans les troubles oculomoteurs, notamment les ptosis récents, la myasthénie et les dysthyroïdies, mais en général le contexte est plus évocateur. Donc sur l'atteinte du 6, on a comme ici, donc c'est une paralysie de la béduction, de l'abduction, avec un œil donc qui ne part pas sur le côté externe, et ici le Lancaster qui correspond. Donc l'œil gauche ici ne part pas en abduction. Et sur l'œil contralatéral, il y a les hyperactions compensatrices des muscles opposés.
On voit que là, ici, c'est une parésie oculomotrice. C'est très différent d'une décompensation de strabisme, qui sont les ésophories, où on a 2 carrés de même taille déviés vers l'intérieur. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes tracés au niveau du Lancaster. Mais en général, la clinique suffit, mais des fois, ça peut être subtil quand même, le test d'oculomotricité. Là, on voit que c'est complètement bloqué, mais des fois, l'œil, il y va un peu, pas complètement. Donc, pas hésiter à demander le Lancaster. Sur la parésie du cyste, ça n'a pas de valeur localisatrice, donc en général, on va quand même assez rapidement aller à une imagerie. Et ça peut aussi être causé, par exemple, par une maladie de Horton. Sur la diplopie par l'atteinte du 3, donc l'atteinte du 3 complète, ça entraîne un ptosis, une mydriase, limitation de l'élévation, abaissement et adéduction. Donc là, la diplopie peut manquer parce que le ptosis peut être tel qu'il supprime la diplopie tout seul. Et on va voir donc du même côté, comme ici, une mydriase qui persiste à la lumière, ou en tout cas une azochorie qui se majore à la lumière. Le bon signe aussi, si vous avez une anisochorie, vous avez un petit doute, c'est de tester le réflexe d'accommodation convergente. Vous faites loucher le patient. Normalement, une pupille, quand elle converge, elle se contracte en même temps. Donc, si vous voyez qu'elle ne se contracte pas à la convergence, ça peut signer une mydriase pathologique. Donc ici, on voit l'œil qui est dévié en divergence par paralysie de la déduction, donc le muscle normalement qui ramène l'œil vers le milieu, là il est paralysé, donc du coup l'œil est dévié en divergence. Le signe de gravité pour la mydriase, ce sont les 3 P. Donc par rapport le P, il y a le P de pupille, mais aussi en cas d'atteinte associée à cette mydriase, si l'atteinte motrice est partielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément les 3 autres muscles qui sont concernés, il va n'y en avoir qu'un seul, si elle est progressive et si elle est associée à une douleur. Donc dans ce cas-là, c'est là où on pense au fameux anévrisme de la communicante postérieure. Si l'atteinte est uniquement extrinsèque, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mydriase, en général, on va plutôt être sur une étiologie de type tumoral ou infectieux. Et si l'atteinte est motrice et complète, mais sans mydriase, le plus souvent, ça va être ischémique. Mais bon, en général, on ne va pas se poser trop de questions. On va quand même faire l'IRM en extrême urgence, mais voilà. C'est surtout la pupille avec ces trois caractéristiques partielle, progressive et douloureuse qui fait suspecter l'anévrisme. Donc voilà l'exemple d'un Lancaster en cas d'atteinte du 3 et la clinique qu'on peut observer. Là ici il a son petit ptosis, il part en abduction. Là il n'arrive pas à aller en adduction. Là il part bien sur le côté externe, l'abaissement un peu limité et l'élévation complètement bloquée. Sur l'atteinte du 4, la diplopie cette fois va être verticale, les gens vont voir double mais l'un au-dessus de l'autre. C'est assez rarement neurologique, surtout si c'est isolé. Et assez souvent, on se rend compte que c'est des atteintes congénitales qui décompensent. Surtout si le patient de longue date vous dit « Ah oui, j'ai toujours eu la tête un peu comme ça, docteur », en général, c'est un 4 congénital qui se décompense. Et enfin, la dernière urgence neuro-ophtalmologique, c'est le fameux syndrome de Claude Bernard Horner qui signe une atteinte sur le trajet du sympathique. Donc ça, c'est un nerf qui a un triple trajet, thoracique, cervical et orbitaire. Donc l'atteinte peut se situer tout au long de ce trajet. Donc ça associe, donc trois points cliniques, donc le ptosis, la myosis et l'énophthalmie. L'énophthalmie peut manquer, il peut manquer un des trois éléments. La présence de douleur, donc le Claude Bernard Horner douloureux à nouveau est une urgence puisqu'à ce moment-là, il faut éliminer une dissection carotidienne. Si on a des yeux de couleurs différentes, si l'iris le plus clair est du côté du Claude Bernard Horner, ça signe son caractère ancien. Donc à ce moment-là, on peut être dans un Claude Bernard Horner traumatique après un accouchement traumatique, par étirement, avec des lésions locales, ou alors chirurgical après une chirurgie thoracique, par exemple. On peut léser le sympathique. Voilà, c'est fini. Alors, je vais vous présenter sous un angle peut-être un petit peu différent les urgences ophtalmologiques. On est reparti pour un tour. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Donc, des petits rappels sur l'anatomie de l'œil. Souvent, c'est
Ça peut être source d'incompréhension, notamment par téléphone, quand vous nous appelez pour avoir un avis. Donc bon, la cornée en avant de l'œil. Je vais prendre... donc la cornée en avant, la sclère ici, le nerf optique en arrière, le cristallin et donc l'iris qui donne du coup la coloration de l'œil. Un petit peu d'épidémio sur les soins d'urgence en ophtalmologie. Donc cette slide pour vous montrer que vous êtes pharmacien, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle, et médecin généraliste en première ligne pour ces urgences-là. Alors ça, c'est des chiffres de France métropolitaine, mais je pense que ça doit se vérifier aussi ici. D'où l'intérêt d'avoir une bonne connaissance de cette symptomatologie-là et de ces pathologies pour pouvoir les adresser quand ça se justifie. L'attitude du pharmacien et du médecin généraliste vis-à-vis des urgences ophtalmo. Donc on voit que le pharmacien a plutôt tendance à traiter plus qu'à adresser. Les généralistes, a priori, gèrent plus de la moitié quand même des pathologies ophtalmo et en adressent une quarantaine de %. Donc, possibilité quand même de gérer pas mal de choses sans avoir recours à l'ophtalmo, qui est ici aussi une denrée rare. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir faire un petit peu le tri en amont. La provenance des patients qui vont venir vous voir au cabinet. Vous allez avoir en grande majorité des cas des patients qui seront naïfs de toute autre consultation, donc qui vont commencer par venir vous voir en cas de plainte ophtalmologique. Une petite slide pour faire un petit peu le détail du matériel et des quelques connaissances entre guillemets qu'il est bon d'avoir au cabinet de médecine générale. En termes de matériel, Cécile en parlait tout à l'heure, la fluorescéine, ça me semble quasiment indispensable si vous voulez pouvoir donner votre avis sur une pathologie ophtalmo. Les anesthésiques locaux vont vous permettre de pouvoir réaliser votre examen de façon un petit peu plus aisée. Et parfois, pour tout ce qui est lavage oculaire, notamment dans les brûlures chimiques, pouvoir faire un lavage dans de meilleures conditions pour vous et pour le patient. Une lampe, un ophtalmoscope éventuellement, qui peut être une source de lumière bleue pour vos examens à la fluorescéine, ça peut être intéressant. Tout ce qui est matériel à usage unique, les petites éponges montées pour le retrait des corps étrangers ou alors des cotons-tiges, les aiguilles stériles, rondelles oculaires, sérum Phi, ça paraît être la base. Pourquoi pas collier antibiotique ou pommade pour éventuellement faire un pansement avec un antibiotique. Tout ce qui est pommade cicatrisante, la vitamine A, on a tendance à en prescrire énormément, ça peut quand même pas mal dépanner et ça peut soulager le patient de façon quasi immédiate. Et éventuellement une petite pince à épiler pour pouvoir retirer les cils trichiasiques, donc les cils qui poussent vers l'intérieur, vers l'œil. Les quelques savoir-faire peut-être à avoir, savoir retourner une paupière, on y reviendra, savoir réaliser un toucher orbitaire bidigital pour évaluer la pression oculaire, je ne sais pas si certains d'entre vous le font déjà, à la palpation fine au doigt, on peut se rendre compte si un œil est vraiment très hypertone, au-delà des 30-40 mm de mercure. Dans le cadre par exemple d'une suspicion de glaucome aigu, ça peut orienter un petit peu. Savoir ôter un corps étranger quand il est superficiel, savoir ne pas y toucher quand on le suspecte d'être profond, pouvoir rincer une surface oculaire, on en reparlera tout à l'heure dans les traumatismes chimiques. Évaluer le champ visuel au doigt, Cécile en parlait tout à l'heure. Et donc éventuellement tout ce qui est gestion des cils et des autres choses qui peuvent irriter un petit peu la surface de l'œil. Donc c'est résumé en images sur cette diapositive ici, avec l'accent à mon sens sur les quelques collyres de première intention, fluo, anesthésique et la fameuse pommade vitamine A. Éventuellement, si vous êtes un petit peu chevronné, les aiguilles stériles pour pouvoir retirer les corps étrangers superficiels. Les motifs de consultation pour les urgences ophtalmo, on voit donc que la grande majorité des cas
ça va être les conjonctivites, plus de 20%. On a ensuite tout ce qui est problème de kératite superficielle. Les chalazions ne sont pas en reste, ça revient assez régulièrement. Et le décollement postérieur du vitré, Cécile vous en a parlé tout à l'heure. Le reste, c'est les étiologies un petit peu à foison, qui sont quand même nettement plus rares et qu'on va pouvoir après évoquer ensemble pour avoir une idée du degré d'urgence avec lequel ça doit être pris en charge. Donc au niveau des différents symptômes qui vont amener le patient à vous consulter, c'est ce que Cécile décrivait tout à l'heure et à juste titre, vous allez avoir tendance à adresser tout ce qui est trouble visuel ici, ça paraît logique, et par contre à gérer un petit peu plus de votre côté tout ce qui est douleur, pathologie palpébrale et éventuellement les yeux rouges. Voilà. Les motifs de consultation. Quels symptômes pour quelle urgence? Alors, les urgences vraies, ça va être tout ce qui est anomalie de la vision soudaine. Cécile vous en parlait tout à l'heure, soit avec l'œil blanc, soit avec l'œil rouge. Tout ce qui est tache ou point fixe de la vision, tout ce qui est douleur aiguë, gêne majeure à la lumière, la photophobie qui peut rentrer dans plusieurs diagnostics. Impossibilité d'ouvrir l'œil, Cécile vous en parlait aussi tout à l'heure, les sécrétions profuses et tout ce qui est traumatique. Corps étranger, éventuellement tout ce qui est brûlure chimique, tout ça, ça nécessite un examen immédiat sans tarder. On a au milieu les urgences relatives, avec des anomalies de la vision plutôt progressives ou anciennes, avec un œil blanc, donc les corps flottants, les mouches, Cécile vous en parlait tout à l'heure, ou alors dans le cadre d'une vision normale avec une douleur, une rougeur, des sécrétions moins profuses, des symptômes d'inconfort qui sont souvent légion en ophtalmo, sensation de grains de sable, picotement, œil sec, larmoiement, etc. Tout ça, ça doit être vu, mais peut-être pas dans l'urgence absolue. Ce qui, à l'inverse, ne relève pas de l'urgence, c'est tout ce qui est problème d'ajustement, de mise à jour des lunettes, tout ce qui est casse, etc. Ça pourrait être vu dans le cadre d'une urgence, d'une consultation différée. Quelle affection ensuite pour quelle urgence? Les urgences vraies, ça va être tout ce qui est dans le cadre donc, de la baisse d'acuité visuelle avec un œil blanc, Cécile vous en parlait, donc décollement de rétine, pathologie maculaire, pathologie du nerf optique, tout ce qui est complications vasculaires, les douleurs aiguës avec rougeur, donc les problèmes cornéens type abcès, kératite, tout ce qui est infection oculaire et tout ce qui est dans le cadre traumatique avec les lésions soit physiques, soit chimiques. Donc tout ça, pareil, examen immédiat. Semi-urgence, l'évaluation, l'évolution d'un défaut de vision qui n'aurait pas été corrigé, les corps flottants, les éclairs ou phosphènes, tout ce qui est décollement postérieur du vitré, conjonctivite, inflammation des paupières, hémorragie sous-conjonctivale, œil sec, ça doit être vu, mais ça peut être géré en semi-urgence. Et l'urgence différable, c'est à nouveau donc, tout ce qui est pathologie, tout ce qui est prescription et mise à jour de la correction optique, que ce soit en lunettes ou en lentilles, en sachant qu'ici, en tout cas moi à titre personnel, je mets toujours que mes ordonnances de lentilles ne sont pas renouvelables au-delà d'un an, donc j'insiste sur le fait qu'il y ait un contrôle au moins annuel des porteurs de lentilles. Je pense que vous pouvez aussi relayer ce message chez vos patients. Les urgences non différables, tout ce qui est brûlure chimique, tout ce qui est crise de fermeture de l'angle, on y reviendra, le glaucome aigu, les problématiques infectieuses, le traumatisme à globe ouvert, les rejets de greffe, un œil rouge chez un patient qui a été greffé de cornée, c'est un œil qui doit être vu par l'ophtalmologiste sans souffrir d'un quelconque délai, et tout ce qui est kératalgie aiguë. Donc encore pour rappeler un petit peu tout ça, tout ce qui est
brutale avec une baisse d'acuité visuelle profonde doit être adressé. Un œil rouge, très douloureux, pareil, doit être adressé. Ce qui vous inquiète, vous, et ce qui nous inquiète un peu moins, en tout cas ce qui peut être un petit peu temporisé, c'est tout ce qui est décollement de rétine. Cécile vous en parlait, on n'y touche pas le soir même ou dans la nuit, c'est toujours des choses qui sont temporisées au lendemain. La problématique des décompensations de DMLA, pareil, ça doit être vu assez rapidement, mais pas dans les quelques heures ou la nuit. Et tout ce qui est également corps étranger, ça peut être temporisé au lendemain, avec éventuellement une couverture par un antibiotique ou une pommade cicatrisante pour soulager le patient. Alors ça, ça fait un petit peu redite par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. L'arbre décisionnel devant une BAV avec un œil blanc. Ce qui doit être adressé, c'est tout ce qui est BAV brutal et notamment tout ce qui est BAV permanente, unilatérale. Donc baisse d'acuité visuelle totale dans le cadre des occlusions d'artères, des neuropathies optiques ou baisse d'acuité visuelle partielle, occlusion veineuse, décollement de rétine, neuropathie optique, maculopathie, hémorragie du vitré. Donc tout ça, ça doit nous être adressé. Dans le cadre d'un œil rouge non traumatique, s'il est indolore et qu'il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle, donc on est dans le contexte soit de la conjonctivite, soit de l'hémorragie sous-conjonctivale, donc ça peut très bien être géré par vous. En cas d'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle, il y a tout ce qui est sclérite, épisclérite. Je pense que ça peut justifier quand même d'une consultation ophtalmo, pas forcément dans l'extrême urgence, mais il faut que ce soit évalué par l'ophtalmo. Vous pouvez débuter notamment les collyres par AINS en attendant. Et tout ce qui est œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle, ça doit être adressé assez rapidement. Alors, on va passer un petit peu de temps sur les conjonctivites infectieuses puisque c'est un motif de consultation assez récurrent et nous, on se retrouve souvent en deuxième ligne avec des patients qui ont eu une médication qui n'était pas forcément toujours très adaptée. Donc c'est très fréquent, les signes fonctionnels on les connaît bien, l'hyperémie conjonctivale, unie ou bilatérale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on remet un peu le nez dans une période d'épidémie au niveau conjonctivite. J'en ai pas mal au cabinet en ce moment. Là plutôt des conjonctivites virales bénignes, j'ai pas eu de patients qui évoquaient les adénovirus comme on a pu avoir il y a 3 ans, en 2016, on avait une grosse épidémie. Donc sensation de grains de sable, larmoiement, paupières collées, des sécrétions plus ou moins profuses et plus ou moins purulentes. Le contexte peut être intéressant, notion de comptage, l'âge, lentilles de contact, on y revient toujours, un patient qui est porteur de lentilles de contact avec un œil rouge, méfiance, pas de corticoïdes, Cécile en parlait, au risque de faire décompenser une pathologie infectieuse bactérienne ou virale. Et du coup, recherche d'autres signes de gravité qui pourraient justifier un traitement un petit peu plus lourd. Alors là, c'est un tableau qui a le mérite d'exister, ça se vérifie pas forcément toujours. Qu'est-ce qui peut orienter plus vers une étiologie virale ou vers une étiologie bactérienne ? L'œil rouge, c'est pas si spécifique que ça finalement. S'il y a un contexte ORL avec une rhinorrhée, etc., ça peut évoquer plutôt une cause virale. Le larmoiement clair, même avec un chémosis important, est plutôt en faveur, pareil, de l'étiologie virale. Tout ce qui est fausse membrane, larmoiement vraiment purulent, cracra, peut quand même plutôt orienter vers une étiologie bactérienne. Qu'est-ce qui est aussi d'intéressant, l'hyperémie sectorielle, ça je ne suis pas trop d'accord. Si le tableau est vraiment, très important avec des sécrétions vraiment abondantes et sales, du coup ça oriente plus vers quelque chose de bactérien. Donc un exemple ici de conjonctivite à adénovirus pour vous montrer la rapidité quand même d'évolution de ces choses-là et donc la recherche de potentiels signes de gravité. On aperçoit ici
une pseudomembrane. On en verra d'autres un petit peu plus marquées dans une autre diapo. Donc tout ça, finalement, oriente paradoxalement plus vers l'étiologie virale, même si le tableau est assez parlant, assez important. Les critères de gravité à rechercher, donc les sécrétions purulentes, on en a parlé, l'œdème palpébral majeur, la baisse d'acuité visuelle bien sûr, qui pourrait signer une atteinte cornéenne associée, et une photophobie importante. Les facteurs de risque, notamment au niveau du terrain de votre patient, tout ce qui est contexte d'immunodépression, de diabète mal équilibré, de pathologie locale, de greffe de cornée, on en parlait tout à l'heure, ou de chirurgie récente. Notion de corticothérapie locale, port de lentilles de contact, un patient monophtalme ou éventuellement les âges extrêmes. Tout ça nécessite du coup une prise en charge un petit peu plus approfondie, voire un avis auprès de votre ophtalmo référent. Les conjonctivites donc infectieuses avec les tableaux vraiment très parlants. Donc on a ici des sécrétions vraiment sales, très abondantes, avec du coup une rougeur importante. Et ici donc, notamment dans le cadre des adénovirus, on en voit pas mal, c'est ce qu'on appelle les pseudomembranes. Donc c'est vraiment des membranes qui adhèrent à la face postérieure à la conjonctive palpébrale, que nous, on retire du coup avec une petite pince au cabinet à la lampe à fente, parce qu'elles sont génératrices de frottement du coup physique, et ça peut vraiment complètement dégommer la surface cornéenne, ne serait-ce que par le traumatisme physique que ça impose à chaque clignement. Donc nous, on les retire, et tout ça, c'est pareil, c'est des signes de gravité, notamment en période d'épidémie en faveur de l'adénovirus, comme ça avait été le cas il y a quelques années ici en Calédonie. Donc ça, c'est plutôt licite de nous appeler à l'aide. Ce truc-là, il est assez compliqué, assez imbuvable. Il faut se méfier de tout ce qui est signe associé à la conjonctivite, raideur de nuque, céphalée, se méfier du méningocoque, tout ce qui est contexte de fièvre, de rage cutanée, virus Zika, et notamment aux âges chez les enfants, se méfier du gonocoque notamment. Voilà, c'était le message, c'était surtout ce message-là. Le diagnostic étiologique en fonction de l'âge. Chez l'enfant, les bactéries qui sont en cause, c'est tout ce qui est Haemophilus influenzae, le staph, le pneumocoque. Chez le nouveau-né, souvent en cas d'imperforation lacrymonasale, c'est des germes qui sont plutôt... c'est plutôt une origine banale. Se méfier du gonocoque, des chlamydia et de l'herpès en fonction du contexte. Chez l'adulte, se méfier de l'adénovirus et des BG- chez le porteur de lentilles. C'est important d'y penser. Le traitement de la conjonctivite, les soins locaux, toujours, pour le coup. Lavage oculaire, plus, c'est la première chose à faire figurer sur vos ordonnances. Sérum Phi ou des produits comme le Dacudose ou des choses comme ça, peu importe. L'antiseptique, les études montrent qu'avec ou sans antiseptique, finalement, on n'accélère pas la résolution des choses. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je le prescris quand même, à visée contraphobique. Plus ou moins du lubrifiant, des larmes artificielles dans le cadre de patients avec un inconfort majeur, éventuellement une photophobie, et les mesures d'hygiène préventive. Donc chez les enfants, ça va être l'éviction scolaire, chez l'adulte, l'arrêt de travail en fonction du domaine dans lequel il exerce, et du coup les mesures d'hygiène à la maison, le lavage des mains, pas de partage du linge de toilette, éviter les contacts rapprochés avec les personnes fragiles, etc. Les antibiotiques, finalement, dans la conjonctivite, c'est assez rare. Ce qui va le justifier, c'est la présence de signes de gravité ou de facteurs de risque. Dans ce cas-là, on utilisera plutôt des antibiotiques à spectre large. Si possible, éviter les fluoroquinolones, ça favorise les résistances, on les garde pour les affections plus sévères. Donc la rifamycine, ça marche très bien. L'avantage, notamment chez l'enfant, c'est que comme c'est orange, on sait si c'est arrivé jusque dans l'œil ou pas. La rifa est compatible avec
pour la femme enceinte et dans le cadre de l'allaitement. Sinon, on a l'azithromycine avec l'aziter. Ça a l'avantage d'être un traitement court, 3 jours. Par contre, à l'instillation, c'est un petit peu désagréable, ça pique pas mal, donc souvent les patients peuvent râler un petit peu par rapport à ça. Une diapo sur le glaucome aigu, qui est pour le coup une des urgences ophtalmo qui ne souffre d'aucun délai de prise en charge. Le début est souvent brutal, le tableau clinique est très parlant et on passe pas à côté. Le patient est très douloureux, il peut y avoir des céphalées majeures, des vomissements, la baisse d'acuité visuelle est profonde, l'œil est vraiment rouge. Il y a souvent une photophobie très importante. Avec la classique semi-mydriase aréflexique qui n'est pas toujours facile à retrouver parce que le patient est très photophobe. On a ici une illustration du toucher bidigital pour évaluer un petit peu la tension intraoculaire. Si vous avez le moindre doute, de toute façon, ça justifie d'une consultation ophtalmo et pour le coup en urgence, qu'il soit 7h du matin, 18h le soir ou 13h le dimanche, ça doit être vu par un ophtalmo. Voilà. L'endophtalmie, Cécile en parlait aussi tout à l'heure, on est souvent dans un contexte post-opératoire assez clair, avec un tableau qui peut être un petit peu insidieux au départ quand la chirurgie est assez récente et puis qui va s'acutiser par la suite, donc avec présence d'un œil rouge, l'hypopion ici qui signe la réaction inflammatoire endoculaire et si les choses évoluent pour leur compte, un œil qui peut être dramatiquement inflammatoire. Donc tout ça, pareil, il faut prendre un avis ophtalmo. Les kératites, Cécile en a parlé également tout à l'heure. Donc le classique coup d'arc que vous pouvez, je pense, gérer au cabinet avec une pommade cicatrisante ou des larmes artificielles. À l'inverse, tout ce qui est dendrite herpétique, tout ce qui est de cet ordre-là, donc abcès de cornée avec une réaction inflammatoire majeure, tout ça, ça doit être adressé à l'ophtalmo. L'importance du test à la fluo, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, donc avec à nouveau l'illustration d'une belle dendrite qui peut être donc du coup ou l'herpès ou l'adénovirus peut donner aussi ce type d'image. Une façon de pouvoir vous orienter par rapport à la topographie de la kératite. Dans le cadre ici des corps étrangers, on aura quelque chose plutôt sur la moitié supérieure. Tout ce qui est exposition neurotrophique, plutôt une localisation au centre. En supérieur ici, tout ce qui est, c'est un petit peu déjà spécialisé, tout ce qui est kératoconjonctivite limbique supérieure, donc dans le cadre des dysthyroïdies. Les syndromes secs majeurs avec les filaments et la kératite ponctuée diffuse. Ici, ça peut aussi être intéressant pour vous, la kératite qui complique le port de lentilles de contact. Et en inférieur ici, classiquement, tout ce qui est blépharite et syndrome sec. Donc des petites illustrations ici aussi. Donc l'importance de pouvoir retourner la paupière supérieure pour, dans le cadre d'un petit ulcère ici supérieur, pouvoir y trouver un corps étranger qui frotte à chaque fois que le patient cligne. Et au-dessus, du coup, tout ce qui est corps étranger superficiel que vous pouvez retirer si vous le sentez, ou alors mettre un peu de pommade vitamine A et nous adresser dans les 24 heures. Donc ici le corps étranger, et là avec un coton-tige, le retrait du corps étranger qui est venu se coincer sous le tarse supérieur. Ne pas oublier tout ce qui est mise à jour des vaccins pour le tétanos dans le cadre des corps étrangers. C'est rare, mais bon, c'est toujours possible, et nous les adresser si jamais vous avez le moindre doute. Sur des corps étrangers qui ont été plusieurs jours à la surface de l'œil, il y a souvent un fond un petit peu de rouille, même quand on retire le corps étranger. Cette rouille-là, elle doit être grattée, elle doit être retirée. Hein. Donc si vous voyez que vous laissez une partie du corps étranger, il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients pour que nous, on finisse de gratter, retirer la rouille. C'est facteur aussi de bonne cicatrisation et ça laisse après des cornées qui sont moins abîmées avec l'absence de taie cornéenne.
La petite séquence de photos pour vous montrer comment on retourne une paupière supérieure. Je ne sais pas si vous êtes rompu à l'exercice ou pas. Souvent en s'aidant d'une petite unidose de collyre. Donc vous placez l'unidose juste à la partie supérieure du tarse. Vous prenez les cils avec l'autre main en demandant au patient de regarder vers le bas. Et donc du coup vous éversez la paupière et vous vérifiez qu'il n'y a rien de coincé dessous. C'est quand même pas rare de trouver un petit corps étranger, que ce soit des corps étrangers métalliques ou des petites choses qui sont en suspension dans l'air, qui viennent se ficher sous le tarse supérieur. Donc ici, corps étranger superficiel. On en a déjà pas mal parlé. Tout ce qui est donc ulcère bien visible après l'instillation de la fluorescéine sans lumière bleue, donc avec ou sans lumière bleue sur les choses très parlantes, on va pouvoir le voir. Ici, je ne sais pas si c'est très évident, c'est ce qu'on appelle le signe de Seidel. C'est dans le cadre d'un globe ouvert, donc d'un traumatisme avec une plaie transfixiante. L'humeur aqueuse qui sort de l'œil va laver la fluorescéine qu'on aura mis à la surface de l'œil. Et donc ça, c'est le signe d'un traumatisme transfixiant qui doit être adressé, pareil, sans souffrir d'aucun retard chez l'ophtalmologiste ou à l'hôpital. Là, le contexte traumatique, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est souvent des histoires qui sont parlantes, avec ici donc une lame d'iphéma, du sang dans la partie antérieure de l'œil, des désinsertions de l'iris ici qui signent quand même un traumatisme assez important, donc pareil, tout ça, ça doit être adressé à l'ophtalmo. Parfois même du coup une issue du contenu de l'œil avec une issue de l'iris suite à une plaie transfixiante du globe. Donc tout ça doit être adressé à l'ophtalmo ou aux urgences. En général, on passe quand même difficilement à côté. Ce qui peut être intéressant de préciser, c'est que vous pouvez mettre un pansement occlusif sur cet œil-là pour éviter que ce soit laissé à l'air. Peut-être éventuellement démarrer une antibioprophylaxie et laisser le patient à jeun. Ça favorise toujours la rapidité de la prise en charge après. Donc tout ça, c'est pour nous. Tout ce qui est traumatisme chimique, ça va être aussi important de réagir vite avec des mesures qui sont simples à mettre en œuvre. Le lavage oculaire, c'est très très important, ça va favoriser, c'est un facteur pronostic pour tout ce qui est brûlure avec les agents chimiques. Donc il faut, avant de nous appeler, prendre le temps de faire un bon lavage oculaire. On va y revenir pour limiter l'impact de l'agent chimique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander le pH du produit en cause. Tout ce qui est agent basique, ça va quand même souvent être des choses un petit peu plus dramatiques puisque le produit pénètre plus en profondeur dans les couches de l'œil et avec des atteintes qui peuvent être plus graves. Tout ce qui est acide, l'action va être très rapide et plus superficielle. Donc c'est souvent dans le cadre des accidents du travail. Quoi dire de plus vraiment l'importance du lavage oculaire avant d'adresser votre patient auprès d'un ophtalmo. Les agents chimiques et physiques peuvent être divers et variés. Donc encore une fois, ce qui peut nous intéresser, c'est d'avoir une idée du pH du produit ou éventuellement la fiche signalétique du produit. Le lavage oculaire, c'est un temps très important que vous pouvez réaliser au cabinet. Idéalement, après avoir instillé un collyre anesthésiant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un bon rinçage, c'est pas très agréable. Vous allongez le patient et quand on dit lavage, c'est pas juste vider une petite pipette de sérum phi, c'est vraiment vider une poche de sérum phi pour bien éliminer tout l'agent causal à la surface de l'œil en faisant regarder le patient dans toutes les directions pour bien laver les cul-de-sac conjonctivaux et les paupières. Il peut y avoir aussi des séquelles au niveau palpébral, des brûlures chimiques, donc bien laver de façon profuse avec, donc, si possible, un collyre anesthésiant. Cette petite photo pour vous illustrer l'éventuelle gravité d'une brûlure par acide, donc ça peut être quand même dramatique. Donc ça, pour le coup, il faut
laver, rincer et nous les adresser après. On repart dans des choses un petit peu plus anecdotiques, entre guillemets, avec les urgences palpébrales non traumatiques, l'orgelet. Alors moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Pour moi, c'est souvent plutôt des chalazions. La petite collection à la base du cil. Clairement, bon, ça nécessite pas d'avis spécialisé. Éventuellement, un collyre, un traitement local avec un antibiotique type Rifa ou tobramycine pendant quelques jours. Et souvent, ça rentre dans l'ordre. On dit aussi qu'il faut épiler le cil qui est en rapport avec ça. Bon, moi, perso, les orgelets, j'en ai quasiment jamais vu. Le chalazion, par contre, ça c'est quelque chose d'assez récidivant à la consultation. Donc le chalazion est une pathologie inflammatoire, donc ne nécessite pas de traitement antibiotique, que ce soit localement ou péros. La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'un avis spécialisé non plus. Le traitement local, il va être anti-inflammatoire. Alors, on a le Sterdex un petit peu facile. Si vous avez un doute sur une pathologie cornéenne associée, pas de corticoïdes, Cécile vous l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il est intéressant de faire aussi chez des enfants avec des chalazions récidivants, c'est nous les adresser pour vérifier qu'il n'y a pas un contexte d'hypermétropie à corriger. Souvent, c'est presque magique. Hein. On met les lunettes en route et ils n'ont plus de pathologie, enfin, ils n'ont plus de problème de chalazion. Ensuite, tout ce qui est cellulite, Cécile vous en a parlé aussi tout à l'heure, faire bien la différence entre les cellulites préseptales et rétroseptales qui peuvent être plus ou moins collectées et plus ou moins nécrosantes. On est souvent dans le cadre d'infections à coccigramme+, éventuellement les BG-, et dans certains cas un petit peu spécifiques, tout ce qui est germe anaérobie. Donc on est sur des tableaux qui sont déjà un petit peu plus parlants, avec des inflammations qui restent quand même localisées à la partie préseptale, donc qui ne diffusent pas dans l'orbite. Si vous êtes dans le cas d'une cellulite préseptale, le traitement pour le coup là il va être péros et passer par des antibiotiques. Le classique augmentin, 1 gramme x 3 marche très bien, ou les alternatives ici en cas d'allergie. Il faut revoir ces patients-là. Ne laissez pas les gens partir avec leurs 6 ou 7 jours d'antibio sans les revoir. Vous pouvez les revoir à 48 heures, ça me paraît pas mal. Si le tableau n'évolue pas favorablement, là, ça justifie de nous les adresser. Qu'est-ce qui doit vous faire penser à une cellulite rétroseptale, qui pour le coup est une urgence majeure? C'est un contexte douloureux très important, présence de chémosis, une ophtalmoplégie, Cécile vous l'a montré tout à l'heure, donc une impossibilité pour le patient de réaliser les mouvements oculaires, une exophthalmie, tout ce qui est vraiment tension palpébrale majeure avec une inflammation des tissus importante, l'hypertonie oculaire, et les signes de compression optique que sont le déficit pupillaire afférent relatif que Cécile vous a montré et éventuellement, du coup, pour nous, l'œdème papillaire au fond d'œil. Donc tout ça, ça nécessite d'être adressé, d'accord ? Une petite parenthèse sur le zona ophtalmique, on en voit quand même assez régulièrement. Ça peut parfois ça peut passer à l'as au départ avant que le tableau soit pour le coup classique comme il l'est là. Chez des patients qui vont vous décrire un œil un petit peu sensible ou une sensation de brûlure oculaire avec des douleurs qui peuvent irradier au niveau du front du même côté, avec parfois juste au départ quelques toutes petites vésicules au niveau cutané, il faut penser à ça, notamment sur un terrain de personnes, de patients âgés. Donc pensez aux zonas, notamment pour mettre en route le traitement antiviral pour limiter les douleurs post-zostériennes. Une petite astuce ici, le zona dans le territoire du 5-1 peut du coup engendrer une atteinte oculaire, donc ce zona-là, il faut qu'on le voie pour vérifier qu'il n'y ait pas notamment de kératite ou d'uvéite en rapport avec le zona. Si vous avez une atteinte plutôt de l'aile du nez ici, on va plutôt être sur le métamère du 5-2, auquel cas l'atteinte ophtalmo est quasiment
inexistante. Donc ça peut éventuellement vous permettre d'orienter le patient. Dis-moi. Les dacryocystites, bon, ça fait un peu redite, Cécile en a parlé tout à l'heure. Antalgique, antibiotique, Péros, large spectre, l'augmentin passe très bien. L'incision n'est jamais une urgence, ça peut être refroidi par l'antibiotique d'abord. Ça peut se justifier au bout de 24-48 heures de traitement avec la persistance de douleurs importantes. Et le traitement chirurgical, du coup, la dacryocystorynostomie est faite à froid une fois que l'épisode infectieux est passé. Donc ça peut quand même être des tableaux assez impressionnants avec un œdème majeur. Ici, c'est quasiment pré-fistulisant et ici, du coup, la fistule avec l'issue de pus qui est souvent, qui soulage pour le coup sacrément le patient. Donc ça, pareil, ça doit nous être adressé. Soit dans un délai rapide si vous avez un doute sur quelque chose de sévère, ou alors après avoir instauré l'antibiothérapie. Une petite slide aussi un petit peu anecdotique. Ces patients-là qui auront eu à distance une dacryocystorynostomie, ils vont avoir, si ça a été bien fait, laissé en place après pendant 2 mois à peu près une sonde qu'on appelle bicanaliculo-nasale qui va donc permettre de guider un petit peu la cicatrisation au niveau du sac lacrymal et dans les voies lacrymales et nasales. C'est une petite sonde en plastique très élastique et du coup parfois quand les gens se frottent un petit peu, elle peut être extériorisée. Pas de panique. Si c'est le cas, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est fixer ce qui dépasse avec un petit strip de façon médiale comme ça et nous l'adresser après. Nous, on peut passer par le nez et tirer un petit peu dessus pour la replacer convenablement et faire que ça gêne pas le patient. Voilà. Donc en général, ces sondes-là sont laissées en place à peu près 2 mois après les DCR et elles sont retirées. On coupe, une fois que quand on les retire, on met un petit coup de ciseau ici et on passe par le nez et on les tire par voie inférieure du coup. Voilà. Et je crois que c'était tout. Voilà. Bon, c'est un peu catalogue, du coup on passe assez vite. Si vous avez des questions sur ce qui a été évoqué ou sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas évoqués, parce que finalement le panel est assez large et étendu, on vous écoute. Ouais. J'avais une question sur la fluoséine. Donc moi l'année dernière, les pharmaciens on n'avait plus en ville, mais apparemment j'ai un confrère à la clinique qui en a à nouveau. Donc vous savez un petit peu comment vous en procurez en cabinet médicalement auprès de qui? La pharmacie aussi. Auprès de moi, je pense que c'est des prestataires, c'est des grossistes. Hein, nous, on se fournit directement. Ouais. L'année dernière, en pharmacie, je pouvais tout m'en procurer auprès de lui. Moi aussi. Comment ça s'appelle? Je sais plus le nom en tête. Mais c'est là où on les produits là. Oui, je pense qu'on se fournit directement auprès des répartiteurs. Hein. C'est quoi? J'avais une petite question en plus là, sur le protocole pour l'augmentin. Donc les internistes nous demandent de mettre le moins possible d'augmentin actuellement à cause des résistances. Vous avez un choix autre à nous proposer pour la Ouais, piostacine, ça marche aussi très bien. Mais après, le spectre est quasiment le même. Je ne sais pas si pour les internistes en termes de résistance, ça change quelque chose ou pas. Ouais. Après, ça reste des indications après, quoi. J'aimerais une dernière question très pratique. Actuellement, comment on fonctionne avec le CHT? J'ai appris qu'il y avait un nouvel ophtalmo actuellement. Et comment je ne sais pas pour combien de temps. Il y a monsieur Ranton. Oui, alors bon, pour nous-mêmes actuellement, c'est la problématique du moment. Il est effectivement notre seul interlocuteur au Medipôle actuellement.
c'est pas toujours évident parce qu'on a, enfin l'ophtalmo étant une spécialité assez large, on a un peu tous nos sous-spécialités de prédilection et c'est vrai que à lui tout seul, il peut pas couvrir tout le champ des possibles en termes de sous-spécialités. Ce qui peut être, enfin il y a manifestement quand même des pathologies qui sont du ressort inévitablement de l'hôpital, quoi, sur des choses, déjà des patients qui vont devoir être hospitalisés, être gardés, notamment pour tout ce qui est pathologie infectieuse assez importante, etc. À mon avis, adresser en ville pour réadresser après à l'hôpital, c'est peut-être une perte de temps. Pour tout ce qui est, problématique de décollement de rétine, etc., pour le coup, il fait, mais il y a aussi d'autres ophtalmos en ville qui le font. Le problème, c'est que vous donnez une ligne de conduite, c'est compliqué parce qu'à chaque pathologie, il va avoir un petit peu son circuit de prédilection. En tout cas, en ce moment, il y a un interlocuteur à l'hôpital. Après, c'est vrai que... Oui, comme il est tout seul, il peut être au bloc. Donc c'est vrai que si vraiment vous pensez qu'il y a quelque chose d'important, adresser le patient aux urgences, il risque peut-être d'attendre plus longtemps que si nous on le voit d'abord et que nous on contacte directement docteur Randon ou les secrétaires. Notre principal problème, c'est samedi et le dimanche. C'est bien notre problème. Ah il y a quand même toujours une astreinte le soir et le week-end. Vous avez un interlocuteur d'astreinte systématiquement. Hein. Téléphone au 15, le 15 vous donne le numéro de téléphone de l'ophtalmo. Ou vous appelez même le standard du Medipôle, hein. Ils ont nos coordonnées et ils nous appellent. Hein. Ils vous transfèrent à nous si besoin. Et là pour le coup, autant il y a eu une période où il y avait plus d'interlocuteurs au Medipôle la journée, autant à ma connaissance, il n'y a pas eu de rupture de la continuité des soins à ce moment-là. Vous aviez quand même toujours un interlocuteur via l'astreinte. Donc le soir et le week-end également, il n'y a pas de souci là-dessus. Je participe à la ligne de garde, donc je peux vous le dire, on est là le soir et le week-end sans souci, on répond au téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire que ou vous en avez marre, ou on a été très efficace. Ouais. Ça m'a surpris que vous m'avez dit que vous ne voyez jamais d'orgelets. Pour moi, on voit énormément de chalazion et les gens arrivent avec un diagnostic d'orgelet pour un chalazion. Pour moi, dans, je pense, 99% des cas, c'est inflammatoire, c'est pas infectieux. Moi, pour être honnête, l'orgelet, je n'en ai jamais vu. C'est donc un chalazion. Ouais, très souvent. Avec des tableaux qui peuvent parfois être très inflammatoires, hein, pour le coup. Après, il y a la colle bleue aussi dans l'œil, je sais pas si tu as déjà vu. Ah si, ouais. Non, mais il faut... Dans le cas d'une conjonctivite banale, non. Moi, je le fais au cabinet si j'ai pas de doute sur une atteinte cornéenne. Enfin, si vraiment il n'y a rien à l'interrogatoire et à l'examen qui évoque une pathologie cornéenne associée, non. Ce qui doit vous alerter, c'est la photophobie, c'est la baisse d'acuité visuelle et c'est un œil vraiment très rouge, très inflammatoire. Dans le cas d'une conjonctivite classique, entre guillemets, le test à la fluo, pour moi, il n'est pas indispensable. Non. Une dernière question, j'ai une petite fille qui est arrivée en se présentant cliniquement avec un œil impossible à ouvrir, qui s'appelait également la caméra, etc. J'avoue que j'ai tout de suite botté en touche et dit probablement il y a une kératite importante, je ne peux pas m'en occuper, c'est comme on sort. Ça me paraît licite. Ouais. Ça me paraît licite de faire comme ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que... Il y a l'urgence, mais en même temps, vous disiez on peut mettre des pommades anesthésiantes. Chez l'enfant, non. Je pense que dans les âges un petit peu extrêmes, et notamment chez l'enfant, il peut y avoir aussi des tableaux un petit peu bâtards parfois. Pour moi, en tout cas moi, si on m'appelle pour me dire j'ai un souci en consultation avec un enfant, ce sera vu dans la journée sans tergiverser, quoi. Le contexte de la pédiatrie fait qu'on ne peut pas se permettre de temporiser ce genre de choses, à mon avis. Hein.
Ouais, c'est ça, parce que je l'ai même pas reçu. J'ai dit, vous êtes dans un endroit, j'appelle pour vous, je l'ai remonté. Après, ça, ça peut être. Classiquement, des fois, c'est vraiment le corps étranger sous la paupière s'il n'y a pas eu de projection de produit ou notion de traumatisme direct. Souvent, ça va être le corps étranger sous la paupière. C'est là où d'avoir l'anesthésie en locaux, en unidose, ça peut aider. Bon, après, voilà, elle va Après, pleurer, multiple, ça brûle pendant 5 secondes et ça permet de regarder. Mais un enfant, c'est Multiplier jamais les évident de retourner la examens. paupière et d'enlever le corps étranger qui sera en dessous de toute façon. Donc, Enfin, moi, personnellement, je vous en voudrais jamais de m'adresser ce genre de choses. Multiplier les examens chez l'enfant, ça peut... Finalement, vous risquez de nous griller la chance de l'approcher et que quand elle arrive chez nous, après avoir hurlé chez vous, on ne puisse plus l'approcher et qu'on soit obligé de faire un examen sous anesthésie générale pour trouver le fin mot de l'histoire. Donc, moi, pour le coup, ça ne me choque pas que ce soit adressé directement si vous avez un doute sur quelque chose de potentiellement grave. Et un enfant qui arrive avec l'œil fermé, qui se cache, ou voilà, souvent les choses, elles sont pas feintes, quoi. Donc, c'est qu'il faut le voir et il faut nous l'adresser. Ouais, ça ne me choque pas. Et après, au niveau des produits pharmaceutiques, vous avez des choses à nous conseiller en première intention, que ce soit l'antiseptique ou l'antibiotique, le collier antibiotique. Est-ce que, même dans les colliers antibiotiques, est-ce qu'il faut se garder certains colliers de côté? Alors, évitez au maximum les fluoroquinolones parce qu'on s'en sert pour les affections graves et je pense que trop souvent, ça peut être... Alors peut-être, paradoxalement, peut-être moins par les généralistes, mais peut-être plus par les ophtalmos. C'est souvent prescrit un peu à outrance, je trouve. La rifamycine est votre meilleur ami pour beaucoup de choses. C'est pratique à instiller en pommade, notamment chez l'enfant, parce que même s'il pleure, s'il se débat, la galénique de la pommade va rester un petit peu en place à la surface de l'œil et ça a un côté un petit peu soulageant par ce biais-là. Le Vitabact ou la désomédine en termes d'antiseptique me paraissent être des trucs que moi j'utilise quotidiennement et je me complique pas plus la vie que ça. Voilà. La désomédine est un petit peu plus, et encore spécifique, peut-être pour les porteurs de lentilles. Finalement, le Vitabact est aussi pour tout ce qui est pathologie amibienne qu'on craint chez le porteur de lentilles. Classiquement, la désomédine est un petit peu plus indiquée. Le Vitabact a aussi un effet sur l'amibe, et de toute façon, ça ne suffira pas, donc il faudra nous l'adresser. Et voilà. Mais encore une fois, tout ce qui est pathologie pédiatrique, il ne faut pas hésiter à passer la main. Tout ce qui est problématique chez un porteur de lentilles, c'est pareil, il y a quand même des choses potentiellement un peu casse-gueule où il ne faut pas hésiter aussi à prendre un avis. Mais effectivement, ouais, la Rifa, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu utilises? Oui, même au niveau du spectre, ouais, sur un corps étranger, Zithère, un ça marche très antiseptique bien et la aussi. rifamycine, c'est ce qui est recommandé. La Rifa, même chez le... Garder un peu la zithère et pas le prescrire à outrance, j'avais plutôt entendu ça. L'avantage de la zithère aussi, c'est que maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Vous pouvez le prescrire même chez le nouveau-né. Et c'est pratique parce que les gens ne vont pas se décourager. C'est 3 jours, c'est 2 fois par jour. C'est pas multiplier les instillations pendant une semaine. Donc, si vous voulez être sûr que le traitement soit bien conduit jusqu'à la fin, ça peut être intéressant et vous ne faites pas d'erreur, en tout cas en choisissant ces produits-là. Moi, ce qui fait que j'utilise un peu moins la zithère dans ma pratique quotidienne, c'est l'inconfort à l'instillation. Les gens disent ça pique, quoi. Et effectivement, pour l'avoir déjà utilisé, ça pique. Hein. Et fusitabig? Moi, j'en prescris un peu moins. Pour une conjonctivite ou... Ouais, plus pour les enfants ou plus facile, plutôt 2 fois par jour aussi. Après, ouais, moi j'utilise plus pour ce qui va Le être spectre est problème un de petit peu paupières. moins large Ouais. que la Rifa. Hein. Moins large? Ouais. Ouais, c'est vraiment la rifa. Vous couvrirez plus de choses avec une rifamycine qu'avec un fusitalmique. Hein. Fraquidex. Alors Fraquidex, vous avez un corticoïde dedans. Donc méfiance, c'est comme le Stardex. Il faut. Ouais. Par contre, il n'y a pas de limite d'âge, on peut le mettre plus tôt. Oui, Chez ça c'est pas une l'enfant, cycline, ouais. ouais. Je sais pas, ouais. Nous allons vous remercier.